Le profit implique une responsabilité. Logique, non ? Pourtant, dans la réalité, c'est loin d'être aussi simple. Les multinationales engrangent des milliards de bénéfices et pèsent plus lourd que certains États, mais ce pouvoir, elles l'utilisent souvent au détriment des êtres humains et de la planète. Aux quatre coins du globe, des travailleurs et travailleuses sont exploités, des écosystèmes sont détruits, des droits fondamentaux sont piétinés. Alors, je me demande quand même, jusqu'où peut-on aller au nom du profit ? La première initiative pour des multinationales responsables voulait lutter contre ces dérives. Elle a échoué de justesse en 2020, mais le combat continue. Depuis, une nouvelle initiative a été lancée. Pourquoi cette deuxième tentative est-elle nécessaire ? Et qu'est-ce qu'elle propose concrètement ? Je m'appelle Damian Vega et je vais essayer de répondre à ces questions avec Géraldine Virette de l'ONG Public Eye. Vous écoutez le podcast sur l'initiative pour des multinationales responsables, une série spéciale en 3 épisodes réalisés par Public Eye en collaboration avec Howden Productions. Plus de 287 000 personnes ont signé la nouvelle initiative pour des multinationales responsables. Imaginez un peu. Ça représente presque 10 fois le stade de Genève à guichet fermé. 10 stades de foot pleins de gens qui veulent que les multinationales suisses soient tenues responsables lorsqu'elles violent les droits humains ou nuisent à l'environnement. Après 2 semaines de récolte, le compteur affichait déjà 183 000 signatures. Un record. Ce succès, c'est surtout grâce à des gens ultra motivés. Des centaines de bénévoles qui ont bravé la pluie, le vent, le froid, dans un seul but, récolter un maximum de signatures. En janvier 2025, par des températures souvent glaciales, plus de 1000 actions ont été organisées dans toute la Suisse. Mais qu'est-ce qui motive ces intrépides chasseuses et chasseurs de paraphes ? Pour le savoir, j'ai enfilé mes gants, ma doudoune, et je suis allé les rencontrer dans la rue. Petite signature pour les multinationales responsables. Dans le village de Lucent, d'abord, où Annick fait le pied de grue à la sortie d'un magasin. Bénévole pour Public Eye, elle est réputée infatigable, une véritable machine à signature. Ce samedi matin, il n'y a pas grand monde qui passe pour être honnête, mais Annick ne se laisse pas démotiver. Les entreprises suisses qui font des dégâts à l'étranger doivent les réparer. C'est ça mon argument principal. J'irais jusqu'à dire que je n'ai marre d'être dans un pays voyou qui permet n'importe quoi à l'étranger. On exploite des enfants dans les mines ou dans les forêts de cacao, qu'on empoisonne des populations entières. Ça va pas. Bien sûr que ça rapporte du fric, mais ça me dégoûte. Direction Lausanne maintenant. Dans plusieurs quartiers de la ville, des bénévoles s'activent sans relâche. Rue du Maupas, je tombe sur Jeanne-Lise. Comme Annick et beaucoup d'autres, elle a déjà retroussé ses manches pour la première initiative. J'étais déjà ici, au même endroit, peut-être un peu plus au chaud que ce matin. Alors je pense que c'est super important par rapport à tout ce qui se passe au niveau humain et au niveau de la destruction de la nature, de la pollution des eaux, et qu'on doit absolument réagir. Un peu plus loin, je croise Xavier. Pour lui, agir, c'est essentiel. Quand on voit les inégalités qu'il y a, surtout quand on a la chance d'habiter dans un pays comme la Suisse, où on a des droits, on est protégé, et quand on voit comment c'est à l'étranger, je crois que ça... Si on a été parfois sur place, dans certains pays, c'est révoltant, certaines conditions de travail ou ce que certaines entreprises très puissantes peuvent faire. Et pour moi, je ne peux juste pas l'accepter, donc j'ai besoin de faire quelque chose, de m'engager. Je crois que cette fois, on a encore des meilleurs arguments que la dernière fois, donc je pense qu'on peut y arriver et on peut gagner cette fois. Pour Marion, engagée avec le groupe régional vaudois de Public Eye, c'est la crédibilité même de la Suisse qui est en jeu. Ça doit être mon sentiment de justice, quoi. Je suis toujours bouleversée par les horreurs qui sont commises par l'empire des finances, en fait. Et puis je suis très concernée par l'hypocrisie de la Suisse. Cette image lisse qu'on reflète à l'extérieur, et puis c'est tellement facile d'enfuir sous le tapis en Suisse, et le tapis, il est épais vraiment en Suisse. À quelques mètres de là, une jeune femme signe l'initiative d'un air décidé. Je la rattrape et lui demande pourquoi. Je pense que les multinationales sont responsables d'énormément de dommages sur la planète, et puis qu'il y a le mouvement citoyen, puis l'idée de faire des initiatives, etc. C'est ce qui peut potentiellement les arrêter, et du coup je pense que c'est important de participer à ça. À Saint-François, plusieurs bénévoles interpellent les gens qui passent ou qui sortent des magasins. Mais il n'y a pas foule, alors Franzi a le temps de discuter avec moi. J'ai pratiquement pas de réaction négative, très très peu. Soit ils n'ont pas le temps, soit ils signent. Franzi n'a jamais décroché de son balcon le fameux drapeau orange. Alors, vous vous en souvenez sans doute, c'est devenu le symbole du combat pour la responsabilité des multinationales en Suisse. J'espère qu'il va flotter jusqu'à ce qu'on gagne la prochaine votation. L'enthousiasme est aussi très fort en mai, lors de la remise des signatures à Berne.
Il faut 100 000 signatures valables pour que l'initiative populaire soit sur les rails. Mais bon, avec plus d'1 quart de million récoltés par la coalition, on peut dire que c'est dans la poche. 3, 2, 1, 0. Sur la place fédérale, j'ai vu des gens convaincus, beaucoup d'optimisme et de fierté. Mais il faut le dire, j'ai aussi ressenti une certaine tension. On me dit que les enjeux sont énormes, pas vraiment pour nous, ici en Suisse, mais surtout pour toutes celles et ceux qui vivent dans des pays où sont extraites les matières premières et où sont produits les biens qu'on consomme au quotidien. Des millions de personnes qui, loin de la Suisse, contribuent aussi à sa prospérité. Ça m'a rappelé le documentaire multinational L'Enquête, que j'ai vu il y a quelques années. Il donne la parole à des personnes touchées dans plusieurs pays. En Colombie, par exemple, où Glencore, le géant des matières premières, exploite la mine de charbon à ciel ouvert de Cerrejón. Au Nigeria aussi, où le groupe Holcim possédait une cimenterie. Dans les deux cas, les activités de ces grands groupes ont causé de graves pollutions et la population est tombée malade. Alors, évidemment, je ne parle pas d'un rhume ou d'une quinte de toux, non. Les témoignages montrent que les conséquences sont dramatiques pour ces communautés locales. Si les choses ne changent pas ici, l'avenir des prochaines générations est compromis. Nous ne savons tout simplement plus comment continuer. Nous sommes abandonnés à notre sort. Nous demandons que Cerrejón agisse de manière plus consciente, qu'elle considère la santé de nos enfants comme prioritaire. Mais voilà où nous en sommes, nous les mères d'enfants malades. Ce n'est pas simple de continuer à lutter contre un monstre bien plus grand que nous. Obliger les multinationales à assumer leurs responsabilités. C'est pas la première tentative en Suisse. C'était en 2020, une campagne de votation qui a secoué le pays, l'une des plus intenses pour une initiative populaire. Le 29 novembre 2020, la RTS revenait sur le verdict des urnes aux 19h30. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Dans le 19h30 ce soir, acceptée par le vote populaire mais rejetée par une majorité des cantons, l'initiative pour des entreprises responsables est balayée, mais dans une Suisse divisée sur le sujet. On en parle dans un instant avec la conseillère fédérale Karine Keller-Sutter. Balayée, le terme est un peu fort. 50,7% de la population avait voté en faveur d'une responsabilité civile pour les multinationales. Ce verdict serré a motivé les initiantes et les initiants à ne pas abandonner, même si c'est vrai, le combat promet d'être long et féroce. Quelques années plus tard, un nouveau comité d'initiative s'est formé. Parce que voilà, les scandales ont continué depuis la première votation et qu'au niveau du cadre législatif, les choses bougent en Europe. La responsabilité des multinationales devient progressivement la norme. Mais en Suisse, rien, ou presque, n'a changé. Les entreprises doivent publier chaque année un rapport sur leurs efforts en matière de droits humains et d'environnement. Mais elles sont encore très rarement tenues responsables en cas de violation. Le comité d'initiative a donc tout repris depuis le début et a lancé une nouvelle initiative. Avec des améliorations, il paraît. L'ONG Public Eye m'a demandé de vous raconter pourquoi et comment. Moi, dès le départ, j'ai plein de questions. Si on impose plus de responsabilités aux multinationales basées en Suisse, qu'est-ce que ça veut dire pour elles? Et d'un point de vue juridique, ça implique quoi? Est-ce que les personnes victimes d'exploitation seront mieux protégées? Et surtout, comment gagner dans les urnes? Heureusement, je ne dois pas répondre tout seul à toutes ces questions. Je peux compter sur Géraldine Viret, elle est porte-parole de Public Eye, l'une des ONG à l'origine de l'initiative. On se donne rendez-vous dans son bureau à Lausanne pour une première discussion. Salut Damian. Bonjour Géraldine. Ça va? Ça roule. On va se mettre dans mon bureau, il y a pas mal de monde aujourd'hui, je crois. Alors nous sommes dans ton bureau, dans les locaux de Public Eye près de la gare de Lausanne. Je commence par une question assez directe, mais nécessaire. Qui es-tu? Moi je m'appelle Géraldine, je suis porte-parole de l'ONG Public Eye depuis 2010. Je m'occupe aussi de l'équipe médias et publications.
J'ai fait des études en lettres à l'Université de Lausanne, avec aussi une option en journalisme. Et puis ensuite, je me suis spécialisée en communication d'entreprise, un domaine qui est très utile, je dirais, aujourd'hui dans mon travail, parce qu'on scrute quand même beaucoup l'écart entre les stratégies de communication des grands groupes et puis la réalité de leurs pratiques sur place. Ça, c'est pour le parcours du coup. Comment tu as commencé à t'intéresser à la responsabilité des entreprises ? Bon, je dirais que j'ai été un peu sensibilisée à ces questions il y a assez longtemps et rien à voir avec le job. On est à la fin des années 90. Moi, je suis une immense fan de basket. C'est un peu cette période où il y a la montée en puissance des grandes marques. C'est l'âge d'or de la publicité, des immenses contrats de sponsoring avec Michael Jordan à l'époque. Mais de l'autre côté du miroir, c'est aussi l'époque où on découvre les sweatshops en Asie. Donc ces ateliers de misère où Nike et d'autres font produire leurs articles dans des conditions d'exploitation qu'on n'imagine pas, avec du travail des enfants aussi. Et c'est ce clash-là qui m'a un peu sauté à la figure à ce moment-là entre le monde qu'on essaye de nous vendre, le rêve, et puis la réalité des conditions de production de ces articles. Ok, les premières prises de conscience. Toi, tu travailles chez Public Eye depuis quelques années déjà. Est-ce qu'on peut dire que tu as vécu le développement de ces débats autour de la responsabilité des multinationales depuis l'intérieur ? Oui, déjà parce que cette question de la responsabilité des multinationales, elle est vraiment au cœur du travail et de la mission de Public Eye. Donc on s'occupe de secteurs sensibles où la Suisse joue un rôle de premier plan, la pharma, les matières premières, le secteur agrochimique, agroalimentaire. Et puis la Suisse, il faut bien le dire, c'est quand même un peu un paradis pour ces grands groupes et pas n'importe quelle multinationale. Et puis aussi, moi j'ai commencé en tant que porte-parole, on est en 2010. À partir de 2011, il y a pas mal de choses qui ont commencé à bouger sur ces questions. Il y a eu l'adoption des premiers standards internationaux sur la responsabilité des multinationales, les principes directeurs de l'ONU. Ils ne sont pas sortis de nulle part, ces principes, dans le sillage de plusieurs scandales qui impliquaient des multinationales. Les années 80, c'est les cas de pollution aux produits chimiques à Bhopal, en Inde. Je te parlais de Nike tout à l'heure, fin des années 90. C'est les scandales des ballons de la Coupe du monde de foot, produits par des enfants au Pakistan, avec des photos qui font le tour des grands médias aux États-Unis. Ça a entraîné quand même une prise de conscience, si tu veux, au niveau international, qu'il fallait encadrer ces acteurs qui sont devenus tout-puissants par des règles contraignantes. Donc l'idée de tenir les multinationales responsables, elle n'est pas nouvelle. Non, elle n'est pas nouvelle. Donc en 2011, il y a ces principes directeurs qui sont adoptés, mais c'est ce qu'on appelle la soft law, donc du droit mou. Ça veut dire qu'ensuite, il faut que les États membres de l'ONU les mettent en œuvre, les traduisent dans leur propre législation, donc la Suisse aussi. Et c'est à ce moment-là que Public Eye et d'autres ONG décident de créer une coalition, la coalition Droits sans frontières, pour éviter que les autorités, que le Conseil fédéral s'en tiennent à des mesures volontaires, pour que cette mise en œuvre, si tu veux, soit faite de manière efficace. Et on a fait une pression assez forte, mais ça s'est pas fait, donc rien de contraignant, et c'est pour ça que la première initiative a été lancée. Moi, j'ai pas mal participé à ça, surtout au niveau du travail média. Et puis maintenant, pour la nouvelle initiative, Public Eye est encore au taquet, je dirais. On fait de nouveau partie aussi du comité d'initiative. D'accord, je crois qu'on a fait l'historique. Du coup, pour parler maintenant de cette initiative, c'est quoi les objectifs et comment ça fonctionne ? Bon, l'objectif, c'est que quand une entreprise comme Glencore ou comme Syngenta viole les droits humains, porte atteinte à l'environnement, il faut qu'elle puisse être tenue responsable au niveau juridique. Alors, idéalement, dans le pays où les faits se sont produits, mais si c'est pas possible, en Suisse aussi. Et puis, il faut impérativement que les victimes puissent avoir accès à la justice, à des réparations, parce que on voit bien quand même que ces violations, elles ont la plupart du temps lieu dans des pays à revenus plus faibles. Et dans ces pays à revenus plus faibles, elles touchent principalement des gens qui font partie, je dirais, des plus vulnérables dans ces pays. Donc il y a vraiment un lien hyper fort et hyper problématique entre les atteintes aux droits fondamentaux, les atteintes à l'environnement et puis des contextes de grande précarité. Donc ça, c'est le but de l'initiative. Mais il ne s'agit pas simplement de punir, en fait. Le but principal, c'est vraiment de prévenir. C'est-à-dire de pousser les multinationales à adopter des mesures efficaces pour pouvoir remédier à ces violations, pour identifier les risques, pour faire ce qu'il faut. Et ça, c'est la mise en œuvre des principes directeurs de l'ONU qui ont posé comme l'un des piliers essentiels la responsabilité des multinationales de respecter les droits humains sur l'ensemble de leurs activités.
Là, je suis juste au début de mes recherches. C'est quoi, d'après toi, les points les plus importants sur lesquels je devrais me concentrer ? Bon, déjà, je crois qu'il faut vraiment comprendre les buts de cette initiative, pourquoi on fait ça, pourquoi on insiste, comment ça fonctionnerait. Et puis, tu discutes avec moi, je porte-parole d'une ONG, mais il faut aller voir d'autres gens. Va voir aussi des opposantes et des opposants qui vont dire plein de mal de cette initiative. Il faut avoir différents points de vue. Et puis aussi, important de comprendre où on en est aujourd'hui. Parce qu'après le refus en votation, c'est le contre-projet indirect du Conseil fédéral qui est entré en vigueur. Qu'est-ce qu'il a mis en place ? Quels sont les effets ? Enfin, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle ? Et puis on n'est pas tout seul dans le monde, donc regardez un petit peu ce qui se passe dans d'autres pays, et en particulier au niveau de l'Union européenne. Je ne veux pas te spolier, mais il y a plein de choses qui se sont passées ces dernières années. Et c'est pas fini d'ailleurs, il y a beaucoup de suspense, beaucoup de rebondissements, et ça, tu dois vraiment aller voir. Ok, bon, j'ai déjà plein de choses à voir, mais est-ce que toi, tu as des conseils à me donner, des documentaires à voir, des lectures à faire, des personnes à qui parler ? Bon, si on est sur cette question de l'Union européenne, il faut t'intéresser à cette directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité. C'est un texte qui a été adopté au printemps 2024, hyper positif. Arte avait fait un documentaire assez passionnant, Le Compromis, qui retrace vraiment en fait la manière dont cette directive a été amenée au Parlement européen. L'autre chose sur ces questions-là, on est ici, on est bien posé dans mon bureau, mais je crois qu'il faut vraiment réfléchir à ce que vivent les gens sur place, les gens qui sont concernés par ces violations ou ces pollutions systématiques. Pour ça, il y a 2 documentaires que je trouve bien, qui ont été faits par la coalition pour l'initiative. Donc le premier, c'est Multinational, l'enquête. Il est sorti il y a plusieurs années dans le cadre de la première votation. Et puis l'autre, c'est Pouvoir et résistance, plus récent. Et puis là, il y a des témoignages forts. Ça vaut la peine aussi d'aller regarder ça. Et puis en janvier, Publica a sorti aussi un numéro spécial de son magazine qui explique le texte de l'initiative, qui présente certains cas, pourquoi il faut agir. D'accord, ça fait déjà un menu très copieux, donc je vais m'atteler à la tâche. Et si tu es d'accord, bien sûr, je peux venir te poser des questions pour la suite de mon enquête. Volontiers, Damian. À bientôt. À bientôt. Avec toutes ces infos en tête et plein de nouvelles questions aussi, je me mets en route. On voit bien que cette cause touche la population. Ça se voit à la majorité de oui lors de la première initiative et au record de signatures récoltées pour la deuxième. Mais aussi à la diversité des personnes qui se sont engagées sur le terrain, des élèves de gymnase, des ouvriers, des gens à la retraite et même des personnalités connues. D'ailleurs, je vais en rencontrer une dans un lieu très officiel, au Palais fédéral à Berne. Bonjour, bienvenue. C'est Lisa Mazzone, la présidente des Verts et des Vertes, qui ouvre la porte. En janvier, elle n'a pas hésité à enfiler ses gants et son bonnet pour aller récolter des signatures dans le froid. Un geste avant tout symbolique, mais qui montre bien le large soutien à cette initiative. Bon, j'étais à Genève dans la rue, donc il y a beaucoup de personnes qui n'avaient pas le droit de vote, donc qui n'ont pas pu signer. Sinon, on voyait très bien. Alors, il y avait vraiment beaucoup de gens qui se souvenaient de la première initiative et qui signaient tout de suite, ou qui disaient de toute façon, ces entreprises font ce qu'elles veulent, il faut qu'on leur mette un cadre. Et puis après, il y a quelques personnes qui sont clairement représentantes de ces milieux et qui continuent de dire mais tout se passe très bien et ce qui est important, c'est le profit. Lisa Mazzone garde un souvenir fort de cette récolte de signatures record. Une incroyable joie et surtout ça donne confiance dans la volonté de la population d'être solidaire, d'être responsable, d'être conséquent et de ne pas appliquer des doubles standards. Parce que les doubles standards, c'est l'hypocrisie à l'état pur. Ici, il y a des règles qui sont valables. Ailleurs, on s'en fiche, on ferme les yeux parce qu'il s'agit du profit. C'est inacceptable et je crois que ça mobilise la population. Je lui demande aussi de m'expliquer pourquoi elle pense que cette initiative est importante pour notre pays. Parce que la Suisse, on peut croire qu'on est un petit pays, mais on est un pays avec une forte responsabilité. On est extrêmement globalisé. On a des très grandes entreprises internationales qui ont un rôle à l'étranger. Et malheureusement, on continue d'avoir des pollutions dramatiques, par exemple à l'arsenic. On continue d'avoir du travail des enfants dans la chaîne d'approvisionnement. On continue d'avoir des violations des droits humains. Donc, il faut intervenir. On ne peut pas accepter que des entreprises qui soient basées en Suisse soient impliquées dans de tels drames. Lisa Mazzone n'est pas la seule figure politique à se mobiliser pour cette cause. Dans le comité d'initiative, il y a des personnalités de presque tous les partis, à l'exception de l'UDC.
Et cet engagement va bien au-delà des lignes partisanes. Le comité réunit aussi plein d'organisations de la société civile comme Amnesty International, Greenpeace, Caritas, ProNatura ou bien sûr Public Eye. Vous écoutez un épisode spécial de Mon œil, le podcast engagé de Public Eye qui regarde là où les multinationales voudraient qu'on détourne leur regard. Si vous voulez en savoir plus et soutenir notre travail, abonnez-vous. Évidemment, les priorités et les opinions des personnes qui s'engagent ne sont pas toujours les mêmes, alors j'ai envie d'entendre plusieurs voix. Je prends le train pour Fribourg où je vais rencontrer Dominique de Buman, membre du Parti démocrate chrétien, devenu le Centre. Il a été conseiller national pendant 16 ans. Il m'accueille dans son magnifique caveau pour discuter autour d'un café. Je l'ai souvent vu à la télé ou entendu à la radio défendre la première initiative. Mais pourquoi ce besoin d'agir ? Cette motivation remonte aux années 2020 où je me suis rendu compte de la mauvaise foi qui était mise en œuvre dans certains milieux politiques, alors que le besoin de justice élémentaire ne pouvait fondamentalement pas être contesté. Et je venais de quitter le Parlement. Ce n'était pas la commission de l'économie qui s'occupait de ce thème, mais vu qu'il y avait des valeurs éthiques, des valeurs de justice, cela me concernait, me touchait profondément. Et j'ai décidé de me lancer à ce moment-là parce que je me suis dit tout simplement, tu ne peux pas laisser faire. Et aujourd'hui, le débat, il est le même puisque la cause n'a pratiquement pas avancé au niveau de la Suisse et que les injustices, les atteintes aux droits humains, à l'environnement, au travail des enfants n'ont pas été améliorées substantiellement dans l'intervalle. Dominique de Buman a vécu la vie politique suisse de l'intérieur pendant longtemps. Pour lui, il faut absolument éviter de reproduire les erreurs du passé. Nous avons un devoir d'exemplarité parce que nous sommes un pays bien organisé, un pays fiable, apprécié et qui, comme conséquence, a une certaine richesse, un certain confort de vie. On l'a vu avec la place bancaire, on nous faisait confiance et lorsqu'on vous fait confiance et que vous avez un certain pouvoir économique, il y a un risque de quelques dérapages, de profiter de cette situation et qu'en fin de compte, ça se retourne contre vous. Et ce qu'on a vécu avec la mise en cause du secret bancaire, je l'ai vécu personnellement à la commission de l'économie à Berne en 2008, par là autour. Il y a eu la crise UBS dans les mêmes périodes. Et on s'est rendu compte que finalement, pour le bien de la place bancaire suisse, le secret bancaire n'était pas absolument nécessaire. Les chiffres d'aujourd'hui sont là pour le prouver. Et je n'aimerais pas que, en ce qui concerne les matières premières, le négoce, les sociétés internationales, la Suisse mène un faux combat d'arrière-garde de ne pas mettre de l'ordre dans son image pour un développement durable à long terme et qu'elle fasse de nouveau un combat retardateur qui ne puisse finalement que nuire à cette image d'exemplarité dont on est très content qu'il nous vaille beaucoup d'atouts dans le monde entier. Le politicien fribourgeois estime qu'établir des règles contraignantes pour les grands groupes est essentiel. Mais pas question pour lui de mettre toutes les entreprises dans le même panier. Je m'empresse de dire qu'il y a beaucoup de sociétés qui ont compris ce besoin d'un devoir de diligence, qui se comportent normalement et qui font tout pour éviter ce que j'appellerais les accidents de comportement, les accidents de parcours. Malheureusement, il y a toujours quelques moutons noirs et ce sont ces moutons noirs, d'une part, qui portent atteinte à l'image de la place suisse, qui d'autre part créent de l'inégalité de traitement entre sociétés multinationales, parce que les sociétés qui se comportent bien sont en quelque sorte pénalisées par celles qui se comportent mal, qui font des bénéfices indus, qui gagnent des marges qui ne correspondent pas précisément à l'accomplissement de certaines tâches. Et troisièmement, il s'agit du long terme de la crédibilité de la Suisse. Le devoir de justice me semble élémentaire et ce qui me frappe le plus aujourd'hui, c'est qu'on doit pratiquement se justifier de promouvoir l'honnêteté. C'est quand même un sommet. Le devoir de justice, l'honnêteté, c'est des valeurs centrales qui me touchent. Mais pourquoi est-ce que la justice suisse devrait pouvoir se prononcer sur des violations de droits humains ou des pollutions qui ont lieu à l'étranger ? Je sais que cette question est revenue souvent durant la première campagne et elle me semble légitime. Il est évident que l'idéal, ce serait que toutes les personnes qui commettent des forfaits soient jugées sur place et de manière plus ou moins égale dans le monde, parce qu'on ne peut pas avoir des justices à la carte.
Or, il se trouve que beaucoup de pays où il y a des filiales de sociétés multinationales qui ont leur siège en Suisse, que dans ces pays règne beaucoup de corruption, d'instabilité juridique, de compromission entre le pouvoir et certaines sociétés parce qu'il y a des bakchiches, comme on dit, qui sont distribués. Et il se trouve que, par conséquent, et on le constate, ce n'est pas simplement une théorie, que dans de nombreux pays, ces atteintes aux droits humains, à l'environnement, ne sont simplement pas poursuivies et pas punies. Alors on ne peut pas, dès le moment où l'on sait, et c'est le texte de l'initiative de 2025 qui le prévoit expressément, qu'une société maîtrise une filiale, elle sait exactement ce qu'elle fait, qu'elle puisse, en toute âme et conscience, laisser faire des choses qui sont tout simplement pas acceptables. C'est ça l'intérêt. C'est donc avec cette volonté de ne pas fermer les yeux que Dominique de Buman soutient l'initiative. Parce que ça relève de notre responsabilité. Et pour permettre aux personnes qui contribuent aussi à la prospérité de la Suisse d'avoir une chance de faire valoir leurs droits et d'obtenir réparation en cas d'abus. En allant prendre mon train, je pense à l'impuissance qu'on doit ressentir si on est un petit paysan ou une ouvrière face à une grosse entreprise qui agit de manière irresponsable. À quoi ressemblerait mon quotidien si c'était moi ? Je regarde le documentaire « Pouvoir et résistance » que Géraldine m'a conseillé. D'abord, la caméra survole un paysage vallonné et aride. Le ciel est parsemé de quelques nuages. Le sol est poussiéreux, sec. La végétation semble rare ici. Il y a un peu d'herbe et des buissons. Une femme avance dans ce décor. C'est Elena, une paysanne qui vit dans les hauts plateaux du Pérou. Là où ses grands-parents cultivaient autrefois la terre, il n'y a plus qu'un trou gigantesque. Une mine exploitée par Glencore. Elle témoigne. L'arrivée de la mine nous a fait beaucoup de mal. Les gens sont malades. Il n'y a plus de source d'eau. Les eaux usées de la mine sont rejetées dans la nature. Nos meilleurs pâturages sont remplis de résidus de sel. Tout a brûlé. Il n'y a plus d'eau. Il y a de la poussière partout. Presque tout est détruit. Les animaux meurent. On devient aveugle. Personne ne veut de lait de cette région, ni de fromage. Rien. Avant, on vendait de la viande, du lait, du fromage, tout. Maintenant, personne ne veut de viande ou de fromage d'ici. Elena n'est pas la seule à avoir constaté les conséquences de la mine sur la nature, les animaux et les êtres humains. Dans le documentaire, le journaliste et défenseur des droits humains Vidal les décrit à la radio. Comment allez-vous, chers auditeurs de Radio Laramani ? Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la pollution environnementale dans notre province d'Espinal. Les gens qui vivent à Huancane Bajo, à Alto Huancane et à Tintaya Marquiri boivent de l'eau contaminée par des métaux lourds, des substances toxiques liées aux eaux salées qui forment des sulfates. Ces eaux polluées s'infiltrent depuis les gisements de Camarmayo et de Tintaya. Ce n'est pas nous qui le disons, on n'est pas des spécialistes. C'est le rapport de l'Agence de protection de l'environnement. Et c'est aussi mentionné dans le rapport d'Amnesty International. Ils ont mené des études qui montrent clairement que la contamination à Espinal est directement liée aux activités d'extraction minière. Malheureusement, beaucoup de représentants de la communauté, comme nos autorités, n'accordent pas à cette affaire l'importance qu'elle mérite. De son côté, la compagnie minière a fait du lobbying quotidien. Elle a rendu visite aux communautés et aux familles pour essayer de les amadouer avec des cadeaux. Ils apportent des boissons, de la nourriture et d'autres choses. Ils veulent continuer à nous tromper, à mentir aux gens, pour qu'on approuve l'étude d'impact environnemental de Corcoaco. Les accusations sont lourdes. Le documentaire montre aussi le président du conseil d'administration de Glencore et son PDG qui s'expriment sur cette affaire. C'était en 2023, lors de l'Assemblée générale du groupe. Ils présentent leur entreprise sous un jour très différent. Nous respectons les droits, les intérêts et les aspirations des peuples autochtones et nous reconnaissons leur droit à conserver leur culture, leur identité et leurs traditions. Par des négociations de bonne foi, nous essayons de trouver des accords avec les populations autochtones qui ont des intérêts, une connexion avec la terre où nous opérons. Nous continuons à le faire sur tous nos sites. Nous négocions actuellement un accord sur l'utilisation des terres autochtones et le dernier rapport indépendant montre une excellente gestion de l'environnement. Dans le documentaire, le journaliste Vidal se rend chez Doña Ignacia et son fils.
Ils viennent d'une famille paysanne, mais ont perdu presque tous leurs animaux qui sont tombés malades. À l'écran, on voit des moutons et des agneaux allongés sur le sol. Ils sont morts. Doña Ignacia est en larmes et explique qu'il ne leur reste plus que quelques veaux. Des animaux meurent chaque jour et je peux rien y faire. Comment est-ce que je peux vivre sans mes animaux? Ils me donnent du lait, de la viande et un revenu. Comment est-ce que je peux continuer? Seuls les veaux sont encore en vie. Ils réclament leur mère et je ne peux pas les aider. Mes yeux sont fichus, je ne vois presque plus rien. Je peux à peine me déplacer parce que je vois rien. Je tombe et je me relève. Et en plus, ma mère, elle a le cancer. Elle a aussi... Comment ça s'appelle? Les métaux lourds. J'ai la même chose. Regardez ses yeux. Elle ne voit plus. La compagnie minière ne dit rien là-dessus. La compagnie minière se fiche de la communauté. Nous demandons à cette entreprise de venir ici pour voir comment nous vivons. Bon, on ne peut pas affirmer que tous ces problèmes sont uniquement causés par la mine de Glencore. Mais j'ai quand même l'impression que ce n'est pas une coïncidence. Ça montre bien l'impact négatif que peuvent avoir de grands groupes lorsqu'ils agissent de manière irresponsable. Et c'est pas un cas isolé. Une autre histoire m'a vraiment marqué. Elle parle de café et de droits humains. Alors moi, j'adore le café. Mais depuis que j'ai lu l'enquête de Publica et Reporter Brasil, j'ai un peu de peine à boire mon macchiato sans penser aux témoignages de ces deux ouvriers agricoles brésiliens qui ont été exploités. En 2023, José Lima et Jurandir dos Santos ont été engagés avec de grandes promesses. De bons salaires, de bonnes conditions de travail, nourris et logés. Ils ont été recrutés pour travailler dans une ferme qui cultive du café. Elle approvisionnait un fournisseur direct du géant suisse Nestlé. Mais la réalité sur place n'avait rien à voir avec les belles promesses. Ils dormaient sur des matelas posés par terre, les murs de la cabane en bois où ils vivaient étaient couverts de moisissures, et quand il y avait du vent, ils avaient très froid la nuit. Ils n'ont jamais reçu de contrat de travail et tout leur était facturé à des prix exorbitants. Les chaussures, les bouteilles d'eau, même la nourriture, ils racontent. C'est le propriétaire de la ferme qui achetait la nourriture. Tout ce qu'il achetait, il nous le facturait, on devait tout payer. Des œufs, de la mortadelle, des saucisses. C'était rare d'avoir un peu de vraie viande. Quand on ouvrait notre boîte à repas, c'était ça. S'il y avait un œuf, c'était un grand jour. Une boîte d'œufs, c'était absurde, ça nous coûtait cher. Une saucisse nous coûtait 40, 50 réaux. Une fois, ils ont acheté 4 poulets. Je leur ai demandé le prix. La femme qui cuisinait pour nous a dit qu'elle avait vu sur le ticket de caisse et que cela avait coûté 300 réaux. Impossible. Comment on peut payer 300 réaux pour 4 poulets? Le prix normal du poulet, c'est 7 à 8 réaux par kilo. 4 poulets pour 300 réaux, ça n'a pas de sens. On achète de l'or ou du poulet? Si le poulet coûte 200 réaux, combien coûte la viande de porc ou de bœuf? On voulait plus de ça. Alors on a commencé à manger du couscous fait avec l'eau des saucisses. Comme on ne pouvait pas l'acheter, le propriétaire de la ferme l'a acheté et mis sur notre compte. Et les dettes ont augmenté. Chaque jour qui passait, les dettes augmentaient parce qu'on ne pouvait pas les rembourser. Les problèmes ne s'arrêtaient pas là. Le réservoir d'eau était plein de vases et sur les plants de café, il y avait une épaisse couche blanche, c'était des résidus de pesticides. Beaucoup de travailleurs racontent être tombés malades à cause de ces conditions. Problèmes respiratoires, eczéma, maux de tête constants, nausées. Les ouvriers ont dû rassembler le peu d'argent qu'il leur restait pour acheter des médicaments. Et ils n'avaient presque aucun moyen de défendre leurs droits. Les propriétaires de la plantation ont tout fait pour les en empêcher. Une fois, le gérant a levé le bras et j'ai vu un pistolet à sa taille. Après ça, j'ai commencé à observer les autres et j'ai vu qu'ils étaient tous armés. Le neveu du propriétaire de la ferme était toujours dans les parages, à boire et discuter avec nous. On a aussi reçu un message du gérant de la ferme. Il nous mettait en garde. Le propriétaire ne laisserait partir personne tant qu'on n'aurait pas payé nos dettes. Il bloquerait l'accès au village. Un soir, un proche du propriétaire de la ferme est entré dans le bar. Il a dit « C'est nous qui commandons ici » et il a posé une arme sur la table. Une autre fois, le propriétaire de la ferme m'a dit « Je te donne ce qu'il te faut pour vivre, mais tu as une dette envers moi. Si quelqu'un quitte la ferme sans ma permission, je le trouverai où qu'il aille. » J'ai du mal à m'imaginer ce que ça doit être de vivre dans une peur constante et sans avoir aucun contrôle sur la situation.
être exploité. Et pourquoi ? Pour que des multinationales comme Nestlé puissent réaliser d'énormes bénéfices ? Les témoignages de José et Jourandir m'ont vraiment touché et j'aimerais en savoir plus. Pour ça, j'appelle Adrien Budricarbo, enquêteur chez Public Eye. Il n'a pas participé à cette enquête sur le café, mais il a l'habitude des reportages dans des contextes sensibles, notamment en Amérique du Sud. On se voit sur une terrasse à Genève et je lui demande ce qui l'a le plus marqué dans cette affaire. Moi, ce qui me choque le plus quand même, c'est ce climat de violence qui entoure la production de café. Quand même, on parle de garde, armes à la ceinture, l'impression que ce sont les propriétaires qui font la loi. Dans ce petit village, on est véritablement au Far West, avec des ouvriers menacés, enfermés, et puis on exprime des menaces par WhatsApp. On peut convenir que c'est quand même relativement stupide, parce que ça permet de le documenter plus facilement, mais ça donne peut-être une image de niveau d'impunité qui subsiste, et puis le sentiment de toute puissance qu'ont ces riches propriétaires terriens. Certains économistes parlent du miracle du petit déjeuner pour vanter les bienfaits de la globalisation. Donc le café, les tomates, l'avocat, les oranges, c'est des choses qui viennent des quatre coins du monde. Or, quand on regarde d'un peu plus près les conditions de production, ce petit déjeuner, il n'a plus grand-chose de très miraculeux. Adria connaît bien le contexte brésilien. Je lui demande du coup si l'histoire de José et Jourandir est un cas isolé. Alors l'esclavage moderne n'est pas du tout isolé au Brésil, c'est même très fréquent. Et aucun secteur n'est plus concerné que le secteur du café. La tendance est même à la hausse, puisqu'on a atteint un nouveau record de personnes qui ont dû être libérées de ces conditions en 2023. Il faut aussi rappeler que l'histoire de la production de café au Brésil repose très largement sur le travail forcé. Le Brésil a été le dernier pays d'Amérique latine à abolir l'esclavage en 1888. Si vous voulez vous représenter ceci, vous prenez un Afro-Brésilien dans la force de l'âge. Il y a de très très fortes chances que ses grands-parents, voire ses arrière-grands-parents, soient nés de la politique du ventre libre. Ça veut dire que c'est la première génération qui s'est libérée de l'esclavage. C'est assez difficile d'imaginer que de telles conditions de travail et de vie existent encore aujourd'hui. J'ai envie qu'Adria me parle un peu de son expérience sur le terrain. Alors moi j'étais allé en reportage au Brésil en 2020 dans l'état de Sao Paulo. C'était pas Nestlé mais une autre entreprise suisse. On s'occupait du secteur de l'orange. Et puis on avait constaté au niveau des conditions des choses très très similaires avec des employés qui venaient du nord-est brésilien, qui avaient été recrutés par ce qu'on appelle là-bas des gatos, c'est-à-dire des recruteurs qui les ont arrosés de fausses promesses pour les convaincre de traverser tout le Brésil pour aller travailler dans ces plantations. Et comme l'entreprise mettait tellement de pression sur les travailleurs pour qu'ils ne parlent pas, on avait été leur rendre visite dans leur logement pour constater qu'ils vivaient entassés dans une chambre et puis donc aussi avec ces salaires à la productivité qui leur permettaient à peine de gagner le minimum légal. On était dans un cadre un peu moins violent que celui qui a été décrit dans ce reportage, mais je tiens quand même à souligner que notre équipe avait été arrêtée par la police et escortée par 7 voitures jusqu'au commissariat pour s'expliquer. Des cueilleurs de café ou d'oranges exploités au Brésil et dans d'autres pays. Je crois que demain matin, mon petit-déj aura un goût un peu plus amer. Mais qu'est-ce que l'initiative pour des multinationales responsables pourrait changer, par exemple, dans le secteur du café ? Moi, je peux imaginer qu'une société comme Nestlé n'a pas activement recherché à acheter ce type de production. Nestlé a une politique très avancée en matière de droits humains, du moins sur le papier, et puis affirme et réaffirme une tolérance zéro vis-à-vis de ces pratiques d'esclavage moderne. Ce que changerait l'initiative, c'est qu'elle pousserait Nestlé à veiller d'autant plus près, à regarder sur le terrain ce qui se passe concrètement et regarder dans quelle mesure ces principes sont appliqués dans la réalité. Si Public Eye et Reporters Brésil ont pu identifier un certain nombre de cas, une multinationale comme Nestlé, avec tous ses milliards et tous ses moyens, elle devrait faire beaucoup mieux en matière de dépistage et puis d'exclusion de ce type de plantation de leur chaîne de production. Bon, je commence à mieux comprendre pourquoi des gens comme Vidal, Elena, José ou Jourandir, mais aussi Lisa Mazzone, Dominique de Beaumont et des centaines de bénévoles s'engagent avec autant de conviction. Avec tout ça en tête, je retourne voir Géraldine de l'ONG Public Eye. Bonjour Géraldine. Salut Damian, tu vas bien depuis la dernière fois ? Oui, j'ai pas mal bourlingué pour être honnête. Je suis allé dans la rue rencontrer des bénévoles, au Palais fédéral même, mais ce qui m'a vraiment touché, c'est bien sûr de connaître le sort de gens directement affectés par ce que font certaines multinationales à l'étranger. À tes yeux, pourquoi c'est essentiel d'agir ici, surtout quand on pense justement à ces personnes à l'étranger ? Bon, pour moi, ces situations et ces gens, c'est vraiment au cœur de cette initiative. On parle souvent de cas, mais derrière, il y a des êtres humains et puis il y a aussi des inégalités de pouvoir immenses.
D'un côté, des grosses multinationales qui ont beaucoup de moyens, beaucoup d'influence, et puis de l'autre, des gens comme toi et moi qui ont des demandes simples, qui veulent vivre dignement de leur travail, qui veulent pouvoir continuer à cultiver leurs terres, qui n'ont pas envie de voir leurs enfants tomber malades en raison des activités minières, des produits chimiques, etc. Donc c'est clair que cette initiative, elle ne résoudra pas tous les problèmes. Il ne faut pas être naïf, mais ce serait un pas important. Pas tous les problèmes, mais elle changerait quelque chose quand même. Ce serait quoi ? L'espoir, ce serait de vrais changements sur place, que les problèmes puissent être évités au maximum ou au moins corrigés quand il y en a. Je crois que c'est important de rappeler que ce qu'on demande, c'est raisonnable. On ne veut pas faire appliquer partout les mêmes standards qu'en Suisse. On demande simplement le respect des normes minimales en matière de droits humains et d'environnement, des normes qui sont reconnues au niveau international. Et ça, c'est faisable. D'ailleurs, si tu regardes, la plupart des entreprises aujourd'hui, elles parlent beaucoup de leurs grands programmes en matière de droits humains, de leur politique environnementale. Par contre, il ne faut pas seulement le dire, il faut le faire de manière sérieuse. Et puis, il faut que cette question de la responsabilité des multinationales, ce ne soit pas un enjeu uniquement de réputation. Il faut vraiment mettre ça au cœur de la stratégie de l'entreprise. Et ça, c'est un changement de paradigme important, mais elles ont les moyens de le faire et il le faut. Par ailleurs, je crois que les entreprises, elles pourraient aussi en profiter de ça. Parce qu'en fait, avoir des règles simples, qui soient les mêmes pour tout le monde, ça a aussi un avantage. Déjà, ça crée une forme de sécurité juridique. On sait à quoi s'attendre. Et puis, il y a une égalité de traitement. Et pour que tout ça puisse se concrétiser, il faut d'abord que l'initiative passe la rampe du vote, bien sûr. Ça veut dire mobiliser les gens. Comment est-ce que tu perçois la volonté de la population aujourd'hui ? Écoute, moi, je crois qu'on a des signaux extrêmement positifs. Moi, j'avais été vraiment scotchée par la première campagne. C'était la première fois que autant d'organisations de la société civile se mettaient ensemble pour porter une revendication politique, pour une initiative populaire. On a réussi, avec cette première initiative, à mettre à l'agenda politique et médiatique cette question de la responsabilité des multinationales qui n'était pas tellement discutée avant, en tout cas pas de cette manière-là, avec un engagement extrêmement fort de la population. Aujourd'hui, on voit que cet engagement, il est encore hyper fort, il est encore hyper présent. Et cette énergie-là, elle est essentielle et je crois encore plus dans le contexte actuel. Si on voit tout ce qui se passe au niveau géopolitique, il faut vraiment s'accrocher à ces valeurs qui sont essentielles. Le respect des droits fondamentaux, la protection de la nature, il faut s'accrocher à ces valeurs et puis il faut se battre pour elles et c'est ce qu'on veut faire. Il y a effectivement beaucoup de gens engagés dans ce combat d'ores et déjà, mais également beaucoup de gens qui ne sont pas particulièrement sensibilisés à cette thématique. Tu penses que c'est possible de gagner ce combat ? Moi, je pense que c'est possible. Alors après, il y a beaucoup de facteurs, c'est clair, qui sont difficiles à prévoir. Comment est-ce que la situation économique va évoluer en Suisse, dans un contexte international qui est quand même vachement tendu ? Qu'est-ce qui va se passer avec cette directive au niveau de l'Union européenne ? Et puis aussi, dans quelle mesure les opposants arriveront à faire entendre leurs arguments ? Je crois que ça fait pas mal d'éléments pour toi à creuser. Parfait, je te prends au mot et je vais tout de suite poursuivre mes recherches. Merci. Ciao, Damien. C'est logique. Pour connaître tous les enjeux, je dois aussi entendre les arguments contre l'initiative. Et je vais lire quelques trucs pour mieux comprendre comment ça fonctionnerait concrètement. J'aimerais aussi savoir s'il y a des groupes d'électeurs et d'électrices qu'il faut absolument convaincre. Et puis regarder à quoi ressemble le débat en Suisse pour pouvoir aussi me faire une opinion. Mais tout ça, ça commence à faire beaucoup pour un seul épisode. Alors, je vous donne rendez-vous dans le 2e épisode du podcast sur l'initiative pour des multinationales responsables. À bientôt. C'était le premier épisode de cette série spéciale du podcast Mon Œil réalisé par Public Eye en collaboration avec Howden Productions. Il reste encore 2 épisodes pour tout savoir sur l'initiative pour des multinationales responsables. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à Mon Œil, le podcast engagé de Public Eye qui regarde là où les multinationales voudraient qu'on détourne leur regard. Il est publié 2 fois par mois en format audio et vidéo. Au micro, des expertes, des militants, des journalistes qui parlent du rôle de la Suisse et de ses entreprises, au-delà des beaux discours.